Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Monsieur Michel Brien, président de la Fédération de l'UPA de l'Estrie et au niveau du Québec, qui a bien accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Merci. Ça fait plaisir. On sait que depuis très longtemps, l'agriculture, c'est vraiment au centre des sociétés. On pourrait retourner, si on voulait, là, les férus d'histoire, retourner au néolithique où les sociétés humaines se sont vraiment construites autour de l'agriculture, de l'élevage. Et donc jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Ici au Québec aujourd'hui, c'est quoi l'importance de l'agriculture dans l'économie du Québec? Ben, au niveau du nombre de fermes, au Québec, c'est 28 000 fermes. Et avec un chiffre d'affaires de vente, un chiffre de la vente de production agricole pour 11,8 milliards. Et juste pour l'Estrie, c'est presque 1,3 milliard de ventes de produits agricoles, dont puis c'est 4 000 fermes en Estrie. Okay. Et aussi, il y a 47% des revenus de vente qui sont faites avec les productions sous gestion de l'offre, qui comprend la production laitière, les œufs, la volaille. Et 47%, puis si on ajouterait le sirop d'érable qui fonctionne aussi avec un système de gestion de l'offre, ça ferait plus de 60% des recettes agricoles qui proviennent de ces 4 productions-là. Et sur ces montants-là, est-ce que c'est principalement consommé ici au Québec? Ben, production laitière, œufs et volaille, c'est consommé au Québec ou au Canada parce c'est un système qui fonctionne canadien. Là. Uniquement, donc il n'y en a pas qui s'en vont aux États-Unis. On a un petit peu parce que là, il y a eu des ententes de libre-échange et nous, on exporte à peu près 1% de la production laitière, puis c'est probablement sensiblement la même chose dans les œufs et la volaille. Et on en importe, on a des quotas. Et les États-Unis ont des quotas pour nous exporter 8% de la production laitière. 8% de leur production. 8% de notre production, qui, de nos besoins qui proviennent et qui peuvent venir des États-Unis. Mais en tout, les producteurs de lait, c'est autour de 18% des besoins qui peuvent venir des autres pays. Okay. À cause des ententes de libre-échange. C'est certain qu'avec le système de gestion de l'offre était là pour protéger les producteurs parce que c'est facile pour n'importe quel pays, à un moment donné, quand il y a des surplus, d'envoyer leurs surplus, puis les surplus, quand ils nous les envoient à bas prix, mais ça peut faire en sorte que les producteurs d'ici soient plus capables de vendre leur production, donc ferme les portes. Là. Ouais. Et le système de gestion de l'offre est là pour justement d'avoir une stabilité. Stabilité pour le consommateur, pour le transformateur et pour le producteur. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire des volumes de production à tous les mois, puis s'il y a des variations dans la consommation, un peu plus ou un peu moins, on s'ajuste à tous les mois, ce qui fait en sorte que le marché est stable et les prix aussi sont fixés, le prix payé au producteur est fixé en fonction des coûts de production réels et non pas d'une spéculation. Des fois, c'est parce que on voit ça dans les marchés, exemple, le grain, le porc, tout ça, même souvent, c'est pas c'est des menaces de sécheresse d'un pays font en sorte que les prix montent et tout ça, tandis que nous, c'est vraiment le prix est fixé en fonction des coûts de production des producteurs et non pas en fonction de la spéculation. Là. Et ça permet vraiment une stabilité. Puis des fois, il y a un certain économiste qui est toujours qui parle toujours contre la gestion de l'offre, mais puis qui dit souvent que les consommateurs paient plus cher, mais actuellement, c'est vraiment le contraire. Parce qu'on le voit sur les œufs qui valent 14-15 $ la douzaine aux États-Unis et ici, ils sont à des prix normaux. Là. Il y a pas de variation. Tandis que fonctionnait comme fonctionnent les États-Unis, mais le prix des États-Unis serait le prix d'ici, et tandis qu'actuellement, c'est 3-4 fois moins cher ici qu'aux États-Unis.
Et dans les quatre productions, parce qu'il y a les dindons aussi, et dans toutes les productions, les prix payés par les consommateurs, le consommateur ne paie pas plus cher son panier d'épicerie parce qu'on a de la gestion de l'offre. Et aussi, exemple pour la production laitière, parce que c'est une production que je connais bien, près de 30% des revenus des producteurs de lait américains proviennent de subventions. Tandis que les productions sous gestion de l'offre, mais le consommateur paie ce que ça coûte à produire, et mais on n'a pas de subvention pour produire du lait, des œufs ou de la volaille. Puis ce que je comprends, c'est que ça amène vraiment une prévisibilité qui est nécessaire pour les producteurs agricoles, Oui, entre autres. ça permet d'avoir une prévisibilité, c'est que tu empruntes pour une machinerie, un équipement ou quoi que ce soit, mais tu le finances à long terme, mais là, tu t'assures d'un revenu aussi, tu es assuré d'un revenu à long terme, tandis que dans d'autres productions, mais c'est l'offre et la demande et ça varie, là, tu peux jamais trop savoir. En plus d'être pris des fois avec les changements climatiques, la météo et tout, mais là, en plus, on a le marché qui varie constamment, tandis que dans les productions sous gestion de l'offre, mais on est assuré d'un prix et ça permet un peu plus de stabilité là, pour les producteurs agricoles. On voit une grande montée du protectionnisme présentement chez nos amis américains. Est-ce que ça crée de l'inquiétude chez les producteurs agricoles? Énormément, puis on l'a vu juste avec les fertilisants qui venaient de la Russie, que le gouvernement a mis une taxe, mais la taxe, c'est les producteurs agricoles qui ont dû payer. Et lorsque c'était arrivé, je pense, en février, je ne sais plus quelle année, là, 2, 3 ans, là, puis ça fait en sorte que les producteurs, mais ils ont dû payer l'engrais qui était commandé depuis des fois les mois de décembre, janvier, mais ils ont dû payer 25% de plus pour les fertilisants. Et ça fait en sorte que ça augmente les coûts de production. Et cette histoire de guerre de tarifs-là, je pense que c'est la pire chose. Je pense qu'il faut pas embarquer là-dedans. Puis on le vit actuellement avec le porc. Quand que Trump a mis sa taxe, mais les producteurs de porc se disaient, ben, on exporte en Chine, on est correct. Les producteurs de porc du Québec, mais là, la Chine a riposté parce que le Canada a mis une taxe sur les autos électriques. Mais là, ils ont dit, on va taxer le porc, mais là, le porc, mais ils viennent de je pense que c'est la pire chose de taxer les produits comme ça. C'est certain de l'autre côté, au niveau de la gestion de l'offre, mais si quelqu'un veut nous exporter les produits, on a une taxe de 200% ces produits laitiers, mais dans la section, pour justement pas se faire domper des produits, là, et puis pour assurer une stabilité. Mais de l'autre côté, je pense que tous les pays ont le droit de protéger particulièrement le secteur agricole là, pour justement ne pas dépendre des étrangers là, pour se nourrir. Puis ça, on l'a vu avec le COVID et tout ça, là, puis c'est important. Un pays va toujours conserver sa nourriture avant de nourrir les autres, là, puis il faut vraiment s'assurer de supporter les producteurs agricoles là, dans toutes les productions aussi. Parce que c'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire, puis on peut pas se permettre, puis on le voit là, avec l'histoire des taxes avec M. Trump, là, mais que on peut d'être dépendant des autres pour se nourrir, c'est la pire chose qui peut nous arriver. On voit dans les épiceries, on peut voir sur les réseaux sociaux des gens qui postent des affaires là-dessus, mais qu'il y a un grand mouvement de consommons québécois, consommons local. Est-ce que ça peut avoir un impact positif? Ça a un impact très positif, puis on le voit sur les boissons alcoolisées actuellement, là, puis c'est très, très, très bien. Et euh, même les épiciers actuellement le disent que les consommateurs ont changé leur façon de consommer. Ils consomment beaucoup plus québécois et canadiens. Et dans le commande de produits justement des États-Unis, les gens vont préférer les produits qui viennent d'ailleurs qu'aux États-Unis. Et c'est vraiment, je pense, c'est ça qui est la meilleure stratégie pour justement euh, compenser les taxes là,
de M. Trump en particulier, là, puis ça fait mal aux gens aux États-Unis, là, ils voient les impacts actuellement, puis ils sont aussi mal à l'aise de leur président là, que nous. Là. Vous avez parlé un peu des producteurs de lait. Qu'en est-il des acériculteurs? Production acéricole, c'est aussi très inquiétant parce que 60% de la production est vendue aux États-Unis. Mais on sait très bien qu'ils peuvent pas en produire, puis c'est la même chose dans d'autres produits, que ce soit le bois, l'acier, l'aluminium. Euh, ils dépendent du Canada parce que demain matin, pour envoyer ces produits-là aux États-Unis, ils seraient mal pris, là. Tu sais, c'est pas. Au niveau du sirop d'érable, mais c'est certain qu'il y a des alternatives, mais je sais pas quel va être l'impact là. De tout ça, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je dirais que c'est une des productions qui m'inquiète le plus là pour avec l'impact là des tarifs là, de M. Trump. Et dernière question, donc le secteur que je voudrais que vous abordiez, c'est le secteur de la production bovine. Ici, donc en Estrie, on en a. Et puis, en quoi c'est touché là, ces questions de tarifs Ben, la production bovine, il y a une problématique. Ben, nous, on est gâtés dans la région de l'Estrie parce qu'on a 2 abattoirs régionaux. Et il y a beaucoup de régions, même comme chez moi, à Racine, on a un abattoir et à tout bout de champ, il vient des camions de l'Abitibi venir abattre des animaux en Estrie, là, à Racine. On est quand même bien outillés, mais beaucoup de nos bovins et de nos vaches de réforme, parce que je suis producteur de lait, puis quand les vaches ont un problème de reproduction, tout ça, mais on les envoie pour faire produire de la viande. Et souvent, nos belles vaches de réforme vont se faire abattre aux États-Unis, puis vont revenir en boîte de quartier de viande, et le fait de justement les taxes vont affecter le prix du bovin parce qu'il se fait abattre aux États-Unis et ramener ici. Mais tu sais, normalement, nous, le Québec, on importe de la viande bovine de l'Ouest et des États-Unis. On produit pas assez de bovins pour s'autosuffire actuellement. OK, donc on est importateur plus qu'exportateur de bovins. Bovins, agneaux, et des importateurs. Bon, On ben, en produit pas mal, mais tu sais, c'est peut-être, dans l'agneau, c'est environ 50, 60, 70%. Là, mais il y a encore de la place pour une augmentation dans ces productions-là, puis donc, pour s'autosuffire. si on construisait au Québec plus de centres d'abattage, ce serait Ça quelque chose. permettrait justement, ça serait une bonne chose. Même ça, c'est un besoin d'avoir une abattoir pour justement pas dépendre des Ben États-Unis. oui. Là, une abattoir de bovins particulièrement là, qui pourrait aussi abattre un peu plus de ovins aussi. Ah ben, puis concernant la volaille, est-ce qu'on a assez d'abattage? Oui, ça, on est correct. OK. Volaille, puis c'est la même chose pour la transformation. Tout le lait qu'on produit est transformé ici et consommé. Et même chose pour la volaille, c'est tout volaille, les œufs, c'est tout est vraiment là, ça, on est vraiment. Pour ça que les productions sous gestion de l'offre, c'est vraiment bien géré, puis tout est vraiment. On est vraiment autonome et dans la production et dans la transformation. Tandis que dans la production bovine, on manque un peu d'abattoir c'est ça, le sirop, mais ça, c'est un peu la même chose. C'est produit, transformé, mais ça, on est le plus gros producteur mondialement de sirop d'érable. Il y a aussi le bleuet, la canneberge, qu'on est des producteurs, même, je pense, dans la canneberge, ça aussi, on est un des plus gros producteurs au monde de canneberge. Et c'est ça, il y a certaines productions on est surpris de voir là, l'ampleur là, de ces Pour productions-là. la canneberge, est-ce qu'on transforme ici et on exporte? Oui, exactement. On exporte aux États-Unis, en Europe. Oui, on exporte un peu partout. Puis c'est la même chose dans le sirop d'érable. Je ne sais pas comment d'une centaine de pays qu'on exporte du Wow. sirop d'érable. Mais le principal, mais c'est notre voisin. Là. Logiquement, ils sont à côté. Exactement, c'est plus facile, mais c'est ça, il faut continuer à développer justement dans les productions qu'on exporte, avoir plus d'acheteurs, plus de pays, faire affaire avec plus de pays pour justement
quand ça marche pas avec un, mais d'avoir d'autres possibilités, là. Pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Bon, ben, Monsieur Michel Brien, je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette entrevue. Ben, ça m'a fait plaisir.